Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers amis dans la deuxième partie du cours de syndrome médiastinal, un syndrome vaste, un syndrome qui regroupe plusieurs pathologies là. Aujourd'hui, c'est la partie la plus importante, c'est la sémiologie radiologique. Aujourd'hui, je vous invite à prendre de notes. Aujourd'hui, je vous invite à bien concentrer surtout dans les cinq signes qu'on va les aborder aujourd'hui. C'est primordial qu'en compétences et bien sûr des questions fréquemment répondues au niveau des examens. Toujours, tous les supports utilisés dans les vidéos sont disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite comme d'habitude mes chers amis à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc aujourd'hui, nous allons voir premièrement les caractères des opacités médiastinales. Quelle est la tonalité? Quel est le type de l'opacité médiastinale physiologique, bien sûr, afin de déceler la pathologie. Et le plus important, le plus primordial, c'est comment localiser une opacité médiastinale. C'est grâce à cinq signes. C'est le signe de la silhouette. On a deuxièmement le signe cervico-thoracique, le signe de convergence du Hill, signe de recouvrement du Hill et signe de l'iceberg. Ces cinq points-là sont à retenir par cœur. Ce sont des compétences primordiales pour, je vous ai dit que le but, après la première partie des compartiments et des étages, c'est de donner la localisation d'une opacité médiastinale. Ça, c'est le but de ce cours. Premièrement, on va voir quelles sont les caractéristiques d'une opacité médiastinale. Donc, ce sont des opacités de quelle densité, bien sûr? C'est hydrique. Donc, ce sont des paquets vasculaires. Ils contiennent de sang. Donc, c'est une densité de type hydrique. Elle est le plus souvent homogène. Donc, l'aspect physiologique, c'est une opacité de tonalité hydrique. Il n'y a pas de calcification, il n'y a pas de leurre, pas de clarté, il n'y a pas de structure hétérogène. Tout ça est en faveur de la pathologie. Donc, en état physiologique, le médiastin, c'est une densité hydrique. Le plus souvent, elle est homogène, plutôt homogène. Donc, la limite externe, elle est nette et elle est continue. Elle se converge vers le poumon et elle se raccorde en pente douce avec les bords du médiastin. Je vous invite à consulter la première partie où on avait parlé des lignées médiastinales. Donc, on a parlé de l'aspect physiologique. Vous êtes censé savoir les lignes médiastinales afin de déceler un épaississement ou un déplacement de l'un ou de plusieurs lignes. C'est en faveur de pathologie. La limite interne, elle est invisible, bien sûr. Et elle est noyée dans le médiastin. Donc, la topographie médiastinale se traduit par quoi? Comment, ou bien où on va dire qu'il existe de pathologies lorsque, notez ça bien, s'il y a un déplacement, ou bien une anomalie d'un contour externe médiastinal. Faites attention, premièrement. Deuxièmement, comme on avait dit dans la partie précédente, c'est un déplacement d'une ligne médiastinale. C'est pour cela que j'ai insisté sur les lignes médiastinales. Vous devez les noter. Et troisièmement, une apparition d'une ligne médiastinale anormale. Donc, soit un déplacement vers l'extérieur, une augmentation du volume, le pourtour du médiastin. On parlera d'élargissement du médiastin, soit du déplacement d'une ligne médiastinale ou l'apparition d'une ligne médiastinale, une nouvelle ligne pathologique. Donc tout ça, vous allez rechercher dans le cliché thoracique. Donc premièrement, les caractères d'une opacité médiastinale, on récapitule, c'est une densité hydrique homogène limitée par le pourtour ou bien du limite externe qui est nette et continue convexe vers le poumon. On avait dit que le médiastin est une structure médiane positionnée entre les deux opacités pulmonaires et bien sûr la pente douce là de raccordement, le bord intérieur et n'oubliez pas les lignes médiastino-physiologiques. Une anomalie là se traduit soit par déplacement du contour externe, une anomalie des lignes, soit du déplacement ou l'apparition d'une ligne médiastinale anormale. Je vous invite toujours à consulter la première partie où on a abordé les lignes médiastinaux de façon bien détaillée. Donc, premièrement, vous devez caractériser une opacité médiastinale physiologique et déceler les anomalies des lignes médiastinaux.
Deuxièmement, la partie la plus importante, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes capable de localiser une opacité médiastinale grâce à les 5 signes qu'on va les aborder. Donc la radiographie de profil peut permettre ou bien de localiser une opacité dans un compartiment ou un étage médiastin. D'autres signes sont importants. Donc on a recours toujours à l'échographie de profil pour déceler. Je vous invite à consulter le cours de pathologie pleurale où on avait parlé des clichés de profil, le rôle de déceler les épanchements. On avait parlé des clichés tangentiels pour déceler certains syndromes médiastinaux, plutôt syndrome pleuro et syndrome pariétaux. Aujourd'hui, on va voir les signes qui sont très importants pour localiser une opacité. Donc, il existe 5 signes, on l'a cité déjà au début du cours. Vous êtes censé de les savoir, de les reconnaître, de les maîtriser et de les utiliser afin de diagnostiquer ou bien poser une localisation précise d'une opacité médiastinale. On va commencer premièrement par le premier signe, qui est le signe de la silhouette. Donc, ça, c'est du signe de la silhouette. Donc, vous voyez là, c'est une opacité et sont différentes par le contour. Donc, est-ce que ce signe-là de silhouette? Donc, on a deux opacités. Là, il apparaît noirâtre, mais imaginez cet aspect grisâtre-là d'une opacité. Nous allons voir avec détail dans le cliché là. Juste une minute. Donc, on a deux opacités. Lorsque ces deux opacités sont situées dans le même plan, ils vont effacer leur contour. Et s'ils sont situés de deux plans qui sont différents, elles vont conserver leur contour. Donc, on illustre. Donc là, vous voyez que les contours là, ils sont confondus entre eux. Donc ça, ce sont des deux opacités qui sont situées dans le même plan. Ça, c'est de la silhouette cardiaque là. Donc, cette masse-là, elle existe dans le même plan. C'est du plan antérieur. Je répète, le cœur est situé dans le médiastin antérieur. Donc, ce signe de silhouette-là, il va nous permettre de dire que cette opacité-là, cette masse, elle est antérieure. J'espère que vous avez noté ça bien. Par contre, là, l'opacité, elle garde leur contour. Donc, les images conservent son contour. Elles sont pas dans le même plan du cœur. Donc, cette opacité-là, elle est soit postérieure, soit dans le plan moyen, elle n'est pas antérieure. Donc, j'espère que vous avez noté le signe de la silhouette. Si, si je répète, si les contours de deux opacités sont confondus, ces deux opacités perdent leur contour. Elles sont dans le même plan. Et si on prend le plan du cœur, le plan antérieur, on peut dire si cette opacité elle est antérieure ou pas. Donc là, l'opacité elle est antérieure, le contour il est effacé. Là, le contour il est conservé. Donc cette opacité là, elle est postérieure. Elle se situe derrière le cœur. Donc, notez l'exemple là. Donc, quand vous voyez là, donc ça c'est une opacité, mais elle n'efface pas le bord gauche du cœur. Donc, vous voyez là, le bord gauche du cœur, il est visible. Cette opacité-là, les deux contours, ils sont préservés. Donc, cette opacité-là, elle est postérieure, elle se situe derrière le cœur. Parce que le cœur, il est dans le médiastin antérieur. J'espère que vous avez noté ça d'après la première partie. Deuxièmement, là, cette opacité, elle ne se situe pas dans le même, je répète, elle ne se situe pas dans le même plan du cœur, elle est postérieure. Donc ça, c'est le signe de silhouette. Donc là, vous voyez que cette opacité-là, elle efface le bord gauche du cœur. Donc elle se situe dans le même plan. C'est le plan antérieur, c'est du compartiment antérieur médiastin. Donc cette opacité, elle est antérieure. Et vous notez là, lorsque cette opacité elle a été postérieure, on a posé le diagnostic d'une pneumonie du lobe inférieur gauche. Et
Cette fois-là, lorsqu'elle est antérieure, on avait posé le diagnostic du pneumonie du lobe singulaire, c'est de l'ingula là qui est atteint. Donc vous voyez que le signe de silhouette, dans ce cas-là, il a été très utile pour dire est-ce que cette opacité est là postérieure ou antérieure, et on avait déterminé de quel lobe pulmonaire s'agit-il cette pneumonie. Donc ça, c'était le premier signe. Le signe de silhouette pour déterminer est-ce que les deux opacités par rapport au bord cardiaque, est-ce qu'elles se situent dans le même plan. Dans le même plan, c'est là, les pourtours sont effacés, ou bien dans des deux plans différents, l'opacité va être postérieure du cœur. C'est là, on appelle ça le signe de silhouette. Donc le plan de référence, c'est le cœur, bien sûr. Une opacité qui efface le contour, elle se situe dans le même plan. Lorsque les deux plans sont, bien les deux contours sont préservés, là, l'opacité, elle est postérieure, bien sûr. Elle ne se situe pas dans le même plan du cœur. Premièrement, signe de silhouette. Je répète, vous devez les garder, vous devez les maîtriser, ces signes-là. C'est pas juste de les prendre en tête. Vous êtes censé de les maîtriser et de les utiliser comme c'était le cas là. Donc, ça va nous permettre de dire est-ce que l'opacité là, cette pneumonie, elle est antérieure ou postérieure, et bien sûr, poser le diagnostic de quel lobe qui est atteinte là. J'espère que c'est clair pour le signe de silhouette. Deuxièmement, le signe cervicothoracique. Donc, on avait terminé avec le premier signe, c'est le signe de silhouette. Je répète, c'est la partie la plus importante. Je vous invite toujours à prendre des notes. Je vous invite à concentrer. Je vous invite à retenir cette partie-là. Elle est très importante. Donc, le deuxième signe, le signe cervicothoracique. Donc, c'est entre la clavicule et la masse. Si Si le bord externe d'une opacité, notez bien, il n'est pas visible au-dessus de la clavicule. Donc là, on va utiliser la clavicule comme repère. Dans le signe silhouette, on avait utilisé le cœur, la silhouette cardiaque, le plan du cœur comme repère. Là, on va utiliser la clavicule dans le signe cervicothoracique. Si le bord supérieur est apparent ou bien n'est pas visible, donc elle est de siège, je répète, antérieur. S'il n'est pas visible, l'opacité, elle est antérieure. Si le bord externe de cette opacité-là est visible au-dessus de la clavicule, donc elle est postérieure. Pourquoi? Car elle est silhouettée par le poumon. Ce que ça veut dire, on explique. Donc là, on a deux masses. Là, c'est la première masse. Deuxièmement, une masse ou bien une opacité. Quelle est la différence? C'est dans le bord supérieur là. Donc là, on ne voit pas le bord supérieur, et le bord externe de cette opacité, mais là, on le perçoit, bien on le percevoir. Donc, premièrement, numéro un, le bord externe, il est supérieur, il disparaît au-dessus de la clavicule. On ne voit pas le bord supérieur de l'opacité là. Donc, cette masse-là, cette opacité, elle est antérieure. Pourquoi? On ne voit pas l'extrémité supérieure au-dessus de la clavicule. Deuxièmement, illustré en deux, le bord supérieur de cette opacité-là, il est visible et il est entouré d'air pulmonaire. Donc, il est silhouetté par l'air pulmonaire. Donc, le poumon, c'est de l'air. Donc, l'air, il va silhouetter cette masse, cette partie supérieure. Elle va être perçue dans la radiographie. Et on dit cette masse-là, ou bien cette opacité, elle est postérieure. On voit quelques exemples pour mieux comprendre. Là, vous voyez, c'est une masse, là. Et vous voyez que le bord supérieur, là, il est perçu au-dessus plutôt de la clavicule. Et ce qu'on dit, cette masse-là, elle est postérieure. Elle est silhouettée par l'air pulmonaire. Si on ne perçoit pas cette partie-là, si la clavicule elle va limiter cette opacité, comme c'est le cas ici, donc
Si c'était ce cas-là, on dirait que cette masse-là, elle est en antérieur. Donc le deuxième signe, le signe cervico-thoracique, si on perçoit l'extrémité supérieure de la masse au-dessus de la clavicule, c'est postérieur. Si on ne le perçoit pas, elle est antérieure. Donc, on perçoit la masse, on perçoit le bord, c'est postérieur. On ne voit pas l'extrémité au-dessus de la clavicule. Ça, c'est antérieur. Et vous voyez là l'exemple. Ça va nous permettre de dire que cette masse-là, cette opacité, elle est postérieure. Donc, on a utilisé. Donc, ça, c'est le deuxième signe. C'est le signe cervico-thoracique. J'espère que vous avez noté ce deuxième signe. On passe maintenant au troisième signe. C'est très utile. C'est le signe de la convergence du HUL. Donc, il est utilisé dans les pathologies dites vasculaires. Donc, ce troisième signe, la convergence du HUL, il nous permet de différencier une masse médiastinale avec ou bien contre une grosse artère pulmonaire. Donc, quand vous voyez là, on ne peut pas dire s'il s'agit là d'une masse médiastinale ou c'est une grosse artère pulmonaire. C'est difficile. C'est pour cela on a le recours. Donc, comme c'était le cas là, on a le recours au signe de convergence du HIL. Donc, si les vaisseaux, là, vous devez faire attention, si les vaisseaux restent visibles à travers d'une opacité hilaire, donc il s'agit là d'une masse médiastinale. Donc, si, notez bien là, donc ça, ce sont les petites ramifications, des petits artères. Donc, les ramifications de l'artère pulmonaire, ils perdent leur silhouette sur le bord de l'opacité. Donc, c'est quoi cette opacité-là? Heureusement, là, c'est de l'artère pulmonaire, c'est pas une masse. Donc, pourquoi? Notez bien cet aspect-là. Donc, les branches, ils perdent leur opacité contre cette artère-là. Donc, pourquoi? C'est la même tonalité, c'est la tonalité hydrique. Donc, ça, c'est du sang, et là, c'est aussi du sang. Ils vont perdre, donc elle ressemble un peu au signe de silhouette. Donc, ces deux artères ou bien deux composantes sont la même. Donc, celle-là, c'est l'artère pulmonaire. Par contre, si vous voyez cet aspect-là, donc les ramifications des artères ou bien les branches pulmonaires, on perçoit leur pourtour là. Donc, cette opacité-là, elle confond pas avec la masse. Donc, malheureusement, là, c'est une masse. Il ne s'agit pas d'une grosse artère pulmonaire. Là, c'est une masse. Il peut s'agir soit d'une adénopathie, soit d'une masse postérieure, soit d'une masse antérieure, malheureusement. Donc, signe de convergence du HIL. Donc, si on ne perçoit pas les ramifications, ou bien ils perdent leur silhouette au bord de l'opacité, donc ça, c'est une grosse artère pulmonaire. Si on voit cet aspect-là, on voit la silhouette ou on voit le bord, l'opacité au milieu de cette opacité-là. Donc, il ne s'agit pas d'une grosse artère pulmonaire, ça, c'est une masse, malheureusement. Donc, troisième signe, le signe de convergence du HIL. Si les vaisseaux sont visibles à travers de l'opacité hilaire, il s'agit d'une masse médiastinale, malheureusement. Et lorsque les vaisseaux vont converger, donc ça, c'est de la convergence. C'est pour cela qu'on a utilisé le terme convergence. Donc, vers l'opacité. Et elles perdent leur silhouette sur le bord externe. Il s'agit d'une artère pulmonaire. Donc, on récapitule. Cet aspect-là est en faveur d'une grosse artère pulmonaire. Cet aspect-là est en faveur, malheureusement, d'une masse. C'est ce que vous devez retenir. Faire la comparaison entre cet aspect-là et cet aspect-là. J'espère que c'est clair concernant le signe de convergence du HIL. Notez bien, les vaisseaux sont visibles, c'est une masse
les vaisseaux sont confondus avec cette opacité. Il s'agit d'une grosse artère pulmonaire. Donc ça, c'est l'essentiel. C'est ce que vous devez retenir. Quatrième et avant-dernier signe, c'est le signe de recouvrement du île. Quelle est son utilité? Il nous permet de différencier une masse médiastinale antérieure avec une cardiomégalie ou d'une péricardite. Donc le signe de convergence du île, c'est de différencier une masse médiastinale à une grosse artère pulmonaire. Le signe de recouvrement du île, c'est pour différencier une masse médiastinale antérieure d'une cardiomégalie, c'est par rapport au cœur ou bien à part d'une péricardite. Donc si, donc en état physiologique, l'artère pulmonaire gauche, le il se situe où? Il se situe généralement en dehors du bord médiastinal. C'est pour cela qu'on a insisté sur éliminer les bords médiastinaux la fois passée. Donc là, le il se situe en état physiologique de 1 cm au-delà du bord médiastinal. C'est le cas là. Donc ça c'est du il. Donc, il doit être situé en dehors du médiastin de 1 à 2 cm. Donc il est rarement on voit un il qui est en dedans ou bien avec la ligne médiastinale. Le il, je répète, le il ou bien l'artère pulmonaire, la convergence des premières divisions, c'est le il radiologique. Ça ressemble un peu du signe de convergence du il, mais il doit être situé en dehors du médiastin de 1 cm. Si le il est mesuré à plus de 1 cm en dedans du médiastin, malheureusement, donc il s'agit d'une tumeur médiastinale antérieure. Et si le il est toujours en dehors du médiastin, donc il s'agit d'une cardiomégalie ou d'un épanchement péricardique. Donc on illustre. Donc vous voyez là le il, la convergence de ces vaisseaux-là, elle est où? Elle est à l'intérieur de l'opacité là, malheureusement. Donc cet aspect grisâtre est de l'opacité. On ne voit pas le il est convergent, il est comblé au niveau de cette opacité-là. Malheureusement, c'est une masse, donc c'est pas d'une cardiomégalie. Il peut s'agir là soit d'une adénopathie médiastinale, soit d'une masse antérieure ou postérieure. Et ça, c'est quelques clichés là illustratifs. Donc là, c'est du recouvrement postérieur. Donc notez bien, on ne perçoit pas le il est recouvert par cette masse. Donc, c'est pas une cardiomégalie. Là, c'est une masse malheureusement médiastinale. Là, c'était un recouvrement qui est antérieur. Vous voyez là, la masse, elle recouvre le il. On ne perçoit pas le il. Il est en dedans de plus d'un centimètre au niveau du médiastin, malheureusement. Donc, ça, c'est le signe de recouvrement du il. L'opacité, elle recouvre le il de plus d'un centimètre en dedans. C'est un signe de convergence des vaisseaux-là. Il est visible au niveau de cette opacité. Donc, ça, c'est un signe de recouvrement du il qui est associé avec le signe de convergence du il. Donc là, il existe deux pathologies. Donc, à masse là, on a deux signes, signe de convergence du il avec le signe de recouvrement du il qui est en faveur d'une masse, malheureusement. Donc, si on perçoit, on récapitule le quatrième signe, si on perçoit le il, c'est la convergence, plutôt c'est le recouvrement du il, si le il est recouvert en dedans de plus 1 cm d'une opacité, il s'agit là d'une masse, c'est pas d'une cardiomégalie et c'est pas de l'épanchement, malheureusement. Donc là, c'est une masse. Donc, une masse qui recouvre le il, ça c'est le signe de recouvrement. Le il, comme leur nom indique, il s'agit d'une masse soit antérieure, soit postérieure, malheureusement. J'espère que c'est clair pour le signe de recouvrement du il. C'est le il qui est recouvert de l'opacité là. C'est le il qui ne pas, on ne perçoit pas le il comme le côté droit, on perçoit le il. Là, on ne le perçoit pas. Il est silhouetté, il est recouvert. C'est pour cela on dit signe de recouvrement. Ça, c'est antérieur. Ça, c'est postérieur.
Et malheureusement, c'est en faveur d'une masse, soit bénigne, soit c'est une adénopathie, ou c'est une masse tumorale, soit antérieure, soit postérieure. J'espère que c'est clair pour le quatrième signe. C'est très primordial pour définir est-ce qu'il s'agit d'une masse, est-ce qu'il s'agit d'une grosse artère, est-ce qu'il s'agit d'une adénopathie ou d'une cardiomégalie. Là, le diagnostic et le pronostic vont différer, même l'attitude thérapeutique, elle va différer totalement avec le diagnostic avec ces signes-là. Donc, c'est primordial comme compétence. Dernier signe, un signe facile, c'est le signe de l'iceberg. Quel est son but? Je vous invite toujours à noter quel est le rôle de chacun de ces signes-là. L'iceberg, il nous permet de déterminer si la masse, elle est médiastinale ou est-ce que sus-diaphragmatique ou bien elle est abdominale ou elle est thoraco-abdominale. Est-ce que cette masse-là, elle n'a pas envahi le diaphragme? C'est primordial. Donc, une masse qui n'a pas envahi le diaphragme, donc c'est bon pronostic. Lorsque cette masse-là envahit les organes digestifs, malheureusement, la cavité abdominale, c'est plus mauvais que celle-là. Donc, si la masse médiastinale, elle a le contour externe qui traverse le diaphragme et s'écarte du rachis, elle est thoraco-abdominale, malheureusement. Et par contre, si le contour inférieur externe rejoint le rachis, elle est sus-diaphragmatique. On reçoit l'illustration pour mieux comprendre. Donc, ce que vous voyez là, ça c'est du diaphragme. Là, la masse, bien l'opacité, le bord externe, il suit la coupole ou bien l'hémicoupole. Donc, c'est cet aspect-là. Donc, cette masse-là, heureusement, cette opacité, elle n'a pas envahi le diaphragme. Le diaphragme, il reste intact là. Car la masse, leur bord externe, il n'échappe pas, il ne s'éloignait pas au-delà du diaphragme. Donc, ça, signe de l'iceberg, c'est une opacité qui va rejoindre le rachis et les sus-diaphragmatiques. Donc là, la masse, elle n'a pas envahi encore le diaphragme. Le diaphragme, il est intact. Donc, c'est une pathologie purement thoracique. C'est sus-diaphragmatique. Parfois, si on voit cet aspect-là d'une opacité qui est au-dessus et au-dessous du diaphragme avec un éloignement, donc la masse là, elle a envoyé le diaphragme et elle s'éloigne, elle s'est tendue vers les cavités thoraco-abdominales, malheureusement. Donc, c'est le cas ici. Vous voyez là, c'est l'aspect d'une masse qui a envahi. Donc, vous voyez la différence entre cet aspect-là et cet aspect-là. Donc, c'est un envahissement là du diaphragme. Donc, dans ce signe de l'iceberg, c'est une opacité qui va s'éloigner du rachis, les sous-diaphragmatiques. Là, il s'agit d'une pathologie qui est thoraco-abdominale. Donc, c'est au-dessous du diaphragme. Donc, quatrième signe de l'iceberg, il va déterminer si la masse elle est sus ou sous-diaphragmatique. Et c'est primordial pour poser le diagnostic et même le pronostic. L'envahissement des structures de voisinage, c'est toujours un signe d'évolutivité de la masse et de malignité. Donc, ça, c'est le cinquième signe, c'est le signe de l'iceberg. Donc, vous voyez que ces signes-là sont très primordiaux, sont très utiles, sont des compétences essentielles que vous devez acquérir dans votre interprétation des clichés thoraciques. Vous deux êtes censés de maîtriser ces signes-là afin de déterminer est-ce que la pathologie elle est antérieure, postérieure, est-ce qu'elle est au-delà ou en dehors du il, c'est très important dans les masses diastino, est-ce qu'elle a envahi le diaphragme ou pas. Tout ça, ce sont des signes-là, ces cinq signes-là, ils vont vous aider, vous permettre de différencier et donner, je répète, la localisation précise de cette pathologie-là ou bien de cette masse. C'est primordial pour poser le diagnostic et la conduite thérapeutique. Donc ça, c'est tout pour cette partie-là, la partie la plus importante. J'insiste
Vous maîtrisez ces 5 signes-là, c'est primordial, et ce sont bien sûr questions fréquemment répondues au niveau des examens. Ce sont des compétences que vous êtes censé avoir comme médecin généraliste. Je vous remercie pour votre attention. Il nous reste que les exemples de quelques pathologies topographiques dans ce cours-là. Je vous rencontrerai dans la troisième et la dernière partie de ce cours du syndrome médiastinal. Merci pour votre attention, mes chers amis, et bon courage.